Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons aujourd'hui la partie 6 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs. Cette partie s'intitule le routage statique. Cette présentation va s'articuler autour des points suivants. Qu'est-ce que le routage? Qu'est-ce que le routage statique? Qu'est-ce qu'une route? Qu'est-ce qu'une route par défaut? Avantages du routage statique? Les problèmes que nous connaissons avec le routage statique? Les principes du routage statique, qu'est-ce qu'une table de routage? Ensuite, au point 9, nous allons découvrir l'architecture autour de laquelle nous allons réaliser la mise en œuvre pratique du routage statique. Et enfin, au point 11, nous allons parcourir ensemble le tableau explicatif qui décrit dans les moindres détails le fonctionnement du routage statique à partir de la mise en œuvre réalisée au point numéro 10. Alors, qu'est-ce que le routage? C'est le processus par lequel un paquet IP est acheminé d'un réseau vers un autre en passant par un dispositif de routage au moins. Il existe deux modes de routage, le routage statique et le routage dynamique. Alors, nous avons ici un petit diagramme pour étayer cette définition. Voici donc deux réseaux qui sont séparés par un dispositif de routage. Alors, ce dispositif peut être un ou plusieurs ordinateurs, un routeur ou même un switch configuré pour jouer le rôle d'un routeur. Le paquet va quitter le réseau A, traverser le dispositif de routage et être acheminé dans le réseau B pour être exploité. Donc, le processus consiste donc pour le dispositif de routage de faire en sorte que le paquet qui émane du réseau A puisse arriver à destination dans le réseau B en traversant le dispositif de routage. C'est donc ce processus qu'on appelle le routage. Qu'est-ce que le routage statique? Dans le routage statique, l'administrateur configure manuellement les routes dans chaque routeur. Ainsi, quand la topologie du réseau change, il doit également faire la mise à jour des routes dans les différents routeurs du réseau. Qu'est-ce qu'une route? Une route est définie par une paire d'adresses. Une première adresse qui constitue la destination des paquets et une seconde adresse qui représente la passerelle. Cette paire signifie que pour atteindre la destination, il faut que le paquet passe d'abord par la passerelle. Nous avons ici un exemple de route. Donc, en définissant cette route, le paquet aura pour destination le réseau en bleu. Donc, l'adresse IP de ce réseau est 10.10.10.0 et le masque de sous-réseau est 3 x 255.0. Et tous les paquets qui iront dans ce réseau vont passer par la passerelle 192.168.0.254. Voici donc simplement défini une route. Qu'est-ce qu'une route par défaut? La route par défaut est utilisée par le routeur lorsqu'aucune autre route ne correspond à la destination vers laquelle il veut acheminer les paquets. Voici ici défini une route par défaut. Lorsqu'on définit une route par défaut, l'adresse de destination est toujours représentée par 4 zéros, de même que le masque de sous-réseau. Quant à la passerelle, c'est l'interface du routeur directement connectée au routeur à l'intérieur duquel nous définissons la route par défaut. Dans la plupart des cas, la route par défaut est celle qui mène vers Internet. Quels sont les avantages du routage statique? Alors, avec le routage statique, il y a moins de surcharge sur le réseau parce que les routeurs ne s'échangent aucune information de table de routage. Il y a également économie de la bande passante puisqu'il y a moins d'informations qui circulent sur le réseau. Nous avons un pan de sécurité parce qu'aucune information sur la topologie du réseau n'est diffusée. Les incidents de routage peuvent être facilement résolus car l'administrateur connaît à l'avance les routes empruntées par les paquets. Voici maintenant deux principes fondamentaux du routage.
Chaque équipement du réseau sait atteindre un autre équipement d'un autre réseau s'il existe au moins un dispositif de routage capable d'acheminer les paquets dans le réseau distant. Deuxièmement, les informations de routage sont mémorisées dans la table de routage de chaque équipement qui participe à l'acheminement des paquets IP. Qu'est-ce qu'une table de routage? Une table de routage est un ensemble de règles, représentées sous forme de tableaux dans les équipements IP et qui permet de déterminer l'itinéraire pour acheminer les paquets IP à leur destination. Nous avons ici un exemple de table de routage. Dans la première colonne, nous avons la destination des différents paquets, le masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau défini, les différentes passerelles par lesquelles les paquets doivent passer pour atteindre les réseaux définis dans la première colonne. Et enfin, dans la dernière colonne, nous avons les différentes interfaces qui devront être traversées par les paquets pour atteindre les réseaux de destination. Toutes ces informations sont réunies dans la table de routage de l'équipement qui est chargé d'acheminer les différents paquets dans les sous-réseaux définis dans la première colonne. Nous arrivons maintenant sur l'architecture qui va nous aider à déployer de façon pratique notre routage statique. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette série de présentations sur la configuration des routeurs, à la vidéo VCI 005, donc la première partie de cette série, donc partie 1, nous avons affirmé que l'Internet reposait sur 3 piliers, à savoir les routeurs, les serveurs DNS et les serveurs web. Cette présentation va, à partir de cette architecture et donc de ce déploiement pratique, nous permettre de prouver cette affirmation. Nous avons donc dans cette architecture 3 routeurs qui vont participer à la mise en œuvre du routage statique, un serveur DNS, un serveur web et un PC qui va nous aider à faire les tests d'affichage de la page web hébergée sur le serveur web afin de pouvoir montrer le fonctionnement du routage statique. Nous avons également 3 éléments très importants qui sont montrés ici sur cette diapositive. Ce sont les 3 tables de routage de nos routeurs R1, R2 et R3 qui participent à cette configuration. Nous allons par la suite montrer comment ces 3 tables de routage ont été formées et quel est leur rôle dans l'acheminement des paquets dans les différents sous-réseaux pour la résolution de l'adresse internet www.skillstechnet.com. Notre objectif ici est donc d'afficher la page web www.skillstechnet.com sur le PC en utilisant le routage statique. Alors, la mise en œuvre va se faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous allons déclarer notre serveur web au niveau de notre serveur DNS. Ensuite, nous allons créer une page web sur le serveur web. C'est justement cette page web qui va nous servir de test. Ensuite, nous allons configurer successivement les routeurs R1, R2 et R3. Et enfin, nous allons passer à la phase de test en utilisant le PC qui a été justement prévu pour afficher le site web grâce à l'adresse internet www.skillstechnet.com. Alors, nous voici dans notre environnement DNS Free où nous avons déjà déployé l'ensemble des équipements nécessaires pour la mise en œuvre de notre infrastructure. Nous avons ici 3 ordinateurs. À gauche, le serveur DNS, à droite, le serveur web, et tout à fait en bas, l'ordinateur qui va nous servir de test. Il faut dire que
ces 3 ordinateurs font partie de notre environnement VMware Workstation. Nous avons ensuite nos 3 routeurs R1, R2 et R3. Et tout à fait au centre de l'architecture, un hub qui va simplement nous aider à acheminer les paquets d'un routeur à l'autre. Je rappelle juste que l'objectif de cette présentation n'est pas d'apprendre à configurer un serveur DNS, encore moins un serveur web. Nous avons déjà réalisé des vidéos qui nous montrent comment configurer un serveur DNS et un serveur web. Nous allons simplement utiliser les compétences que nous avons acquises dans ces vidéos pour déployer le routage statique. Ainsi, certains détails de la configuration du serveur web et du serveur DNS ne seront pas mentionnés dans cette présentation. Le serveur DNS va être configuré dans un environnement Windows Server 2012 et notre serveur web sur un poste Windows 10. Nous partons donc tout de suite avec la première partie de ce déploiement, à savoir la déclaration de notre serveur web dans notre base de données DNS. Je vais donc démarrer mon serveur DNS en faisant clic droit démarrer. Voilà, notre serveur DNS a fini de démarrer. Je vais maintenant m'authentifier. Voilà. Je vais ensuite lancer la console de gestion du serveur DNS dans gestion de serveur. Voilà. Outils DNS. Voilà. Et ensuite, dans la base de données du serveur DNS déjà installé et configuré, je vais créer mon domaine Skills TechNet. Voilà, je fais suivant, suivant, terminé. Je vais ensuite créer une zone de recherche inversée pour mon domaine. Voilà. 11.0.0. C'est le sous-réseau de notre serveur DNS. Je fais suivant, suivant, terminé. Ensuite, je vais déclarer mon serveur web en créant 2 enregistrements. Un enregistrement de ressources de type A pour faire correspondre l'adresse IP du serveur web au nom NetBIOS. Et ensuite, je vais créer un enregistrement de ressources de type CNAME qui va permettre justement au poste client de pouvoir afficher la page web en tapant www dans le navigateur web. Je fais donc clic droit, nouvel hôte A. Ici, je définis le nom NetBIOS de notre serveur web. C'est bien servdns. Ensuite, ici, je mets son adresse IP 13.0.0.10 et je laisse la case créer un pointeur d'enregistrement PTR associé coché. Je fais ajouter. Voilà, terminé. L'enregistrement des ressources de type A a été donc créé. Je vais maintenant créer l'enregistrement des ressources de type CNAME. Et le nom de l'alias, c'est bien 3W. Voilà. Et je vais pointer le nom FQDN de mon serveur web à partir d'ici. Je fais donc parcourir. Voilà. Et ici, j'ai le nom FQDN de mon serveur web. Je fais OK. Et voilà. Donc, grâce à l'alias 3W, nous pourrons aisément, dans le navigateur de notre PC, taper 3W, le nom des domaines afin d'afficher la page web après que le serveur DNS aura fait la résolution
de cette adresse Internet en l'adresse IP que voici, qui représente l'adresse IP de notre serveur web. Je vais maintenant fermer la console de configuration de notre serveur DNS et passer sur le serveur web. Voici donc notre serveur web que je vais démarrer à partir de notre environnement JNS Free. Nous voici donc dans l'environnement JNS Free. Je vais faire un clic droit sur le serveur web et démarrer. Voilà. Voilà, notre serveur web a fini de démarrer. Il faut simplement noter que sur ce serveur, j'ai installé WAMP Server 64 bits afin d'héberger la page de notre site web. Je vais donc démarrer mon WAMP Server. Voilà. Il vit du rouge à l'orange et après il passe au vert pour dire que tous les services de WAMP Server ont fini de démarrer. Nous allons rechercher la page HTML de notre site web que j'ai déjà configurée. Voilà. Voici donc la page web que nous allons essayer d'afficher. Voilà le code HTML que j'ai créé à l'intérieur de cette page. Et nous allons tout de suite faire un test local d'affichage de cette page web. Je vais lancer mon navigateur. Et ici, je vais saisir localhost. Voilà. Et je fais entrer. Et voilà. Voici donc le site web que nous allons essayer d'afficher à partir de notre PC. Juste pour montrer qu'il fonctionne bien en local, mais nous devons être capables également d'afficher ce site web à partir de notre PC en tapant www.skillstechnet.com. Nous voyons ici la très belle image de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications à Genève. C'est donc la seule page de notre site web hébergée sur notre serveur web. Maintenant que le site fonctionne très bien en local, nous allons retourner sur notre PC et faire un nouveau test. Nous revoici donc dans notre interface JNS Free. À partir d'ici, je vais démarrer mon poste de test. Voilà. Voilà, notre poste de test a fini de démarrer. Je vais maintenant lancer mon navigateur et essayer d'afficher la page www.skillstechnet.com. Voilà, à partir de mon navigateur, je vais maintenant taper l'adresse internet de mon site web www.skillstechnet.com. Voilà, je fais entrer. Et voilà, rien ne s'affiche. Je ne suis donc pas capable d'afficher le site web. Pourquoi? L'explication se trouve dans notre interface JNS Free. Alors, dans mon interface JNS Free, je vois que mes trois routeurs R1, R2 et R3 ne sont pas démarrés parce qu'ils ne sont pas configurés, tout simplement. Nous ne sommes donc pas capables de communiquer avec le sous-réseau où se trouve le serveur DNS et le sous-réseau où se trouve notre site web à partir de notre poste PC1. Pour résoudre ce problème, nous allons donc démarrer nos trois routeurs et faire les configurations nécessaires afin que les trois ordinateurs puissent communiquer pour nous afficher la page web demandée. Il faut aussi noter que les trois ordinateurs qui participent à la mise en œuvre de notre routage statique ne se trouvent pas dans le même sous-réseau. Notre poste de test se trouve dans le sous-réseau 12.0.0.0, le serveur web se trouve dans le sous-réseau 13.0.0.0 et le serveur DNS se trouve dans le sous-réseau 11.0.0.0. Je vais maintenant lancer le routeur R1 pour le configurer. Je fais donc clic droit, démarrer.
et je fais clic droit console. Voilà. Nous voici maintenant dans la console de notre routeur R1. Nous allons démarrer la configuration par la définition des adresses IP des différentes interfaces que nous allons utiliser dans ce déploiement. Je vais donc en mode configuration globale et je vais configurer l'interface F00. Je me place donc sur l'interface Fast Ethernet 00. Je vais définir l'adresse IP de cette interface. Je vais activer l'interface. Voilà. Ensuite, je vais configurer l'interface Fast Ethernet 01. Voilà. J'ai la seconde interface du routeur. Je vais lui affecter une adresse IP. Voilà. Je vais l'activer. Voilà. Et je vais faire une petite vérification pour voir que les deux interfaces sont bien activées. Voilà. Les deux interfaces ont bien les deux adresses IP et sont activées. Voilà. Je passe maintenant au routeur R2. Je vais démarrer le routeur. Et je vais le configurer à partir de son interface. Voilà. Je vais en mode de configuration globale. Je vais configurer l'interface Fast Ethernet 00. Je lui affecte une adresse IP. J'active l'interface. Je vais également configurer la seconde interface Fast Ethernet 01. Je lui affecte une adresse IP. J'active l'interface. Voilà. Et je fais ma petite vérification en faisant Show IP Interface Brief. Voilà. Les deux interfaces ont bel et bien été configurées et sont fonctionnelles. Je passe maintenant au dernier routeur. Voilà. Je passe en mode de configuration globale. Je configure l'interface Fast Ethernet 00. Je lui affecte une adresse IP. Je configure la seconde interface Fast Ethernet 01. Je lui affecte une adresse IP. Je vérifie que les deux interfaces sont bien fonctionnelles.
Voilà, les deux interfaces sont bien fonctionnelles. Voilà, nos trois routeurs sont donc fonctionnels. Nos trois ordinateurs également sont mis en route. Il nous reste maintenant à configurer le routage statique. Alors, pour configurer le routage statique, je vais donc me mettre sur le routeur R1 et au niveau du routeur R1, je vais déclarer une seule route parce que lorsque le PC1 va émettre sa requête de résolution de l'adresse internet www.skillstechnet.com, la requête de résolution n'ira pas directement vers le serveur web. Cette requête va partir d'abord dans un premier temps vers le serveur DNS. Donc, il faut que les deux routeurs puissent échanger des paquets pour résoudre cette adresse internet. Je vais donc créer une route qui va permettre au routeur R1 de pouvoir communiquer avec le routeur R2 et ensuite avec l'ordinateur PC1 qui aura émis la requête. Ensuite, je viendrai sur le routeur R2 pour créer une route qui va permettre au PC1 d'envoyer sa requête vers le serveur DNS. Je me positionne donc sur le routeur R1. Voilà. Ensuite, je vais créer la route qui va dans le réseau 12.0.0.0. Je vais en mode de configuration globale et je fais IP route 12.0.0.0, le masque de sous-réseau et ensuite je définis la passerelle. Cette passerelle est l'interface du routeur qui va permettre d'acheminer les paquets dans le réseau où se trouve notre PC. Et c'est justement cette interface F01 qui fait face à notre routeur où se trouve le serveur DNS. Cette interface a pour adresse 200.0.0.20. Voilà. La route étant ainsi créée, je vais maintenant afficher notre table de routage au niveau du routeur R1. Je fais exit et puis je fais show IP route. Et voilà. Voici donc la table de routage du routeur R1. Il n'y a qu'une seule route statique définie et nous allons expliquer ce que signifient les différentes lignes de cette table de routage. Alors, les lignes devant lesquelles nous avons CC signifient tout simplement que notre routeur R1 est directement connecté à ses sous-réseaux. Donc, le routeur R1 est connecté directement au sous-réseau 200.0.0.24 et au sous-réseau 11.0.0.0. Ensuite, le S signifie route statique. C'est donc cette route qui va dans le sous-réseau où se trouve notre PC1. Et le sous-réseau a pour adresse IP 12.0.0.0. Et ici, nous avons la passerelle. Donc, on va dans le sous-réseau 12.0.0 via la passerelle 200.0.0.20 qui est l'interface du routeur R2 qui fait face au routeur R1. Nous allons retourner dans notre environnement DNS Free pour mieux expliquer ce que nous venons de voir. Voici donc le routeur R1. Voici son interface F01 qui fait face au routeur R2. Nous avons créé une route au niveau du routeur R1 afin de permettre au routeur R1 d'envoyer des paquets dans le sous-réseau 12.0.0 où se trouve le PC1. Nous allons ensuite arriver sur le routeur R2 et créer une route pour permettre au PC1 d'acheminer des paquets vers le serveur DNS en passant par le routeur R1. Je me mets donc sur le routeur R2 et je vais créer la route qui va vers le serveur DNS.
Ici, je définis le sous-réseau du serveur DNS, le masque de sous-réseau, et ensuite la passerelle. Et je fais entrer. Je vais ensuite afficher l'état de cette nouvelle table de routage. Et voilà. Alors, il y a donc une route statique que nous venons de créer qui va dans le sous-réseau 11.0.0.0 qui est le sous-réseau du serveur DNS et qui passe par la passerelle 200.0.0.10 qui est l'interface du routeur R1, F01 justement, qui fait face à notre routeur R2. Et nous voyons que le routeur R2 est connecté directement à deux sous-réseaux. Le premier sous-réseau, c'est 200.0.0.0 et le second, c'est 12.0.0.0 où se trouve justement notre PC. Pour mieux comprendre, je retourne donc dans mon interface JNS-Free. Voici donc notre routeur R2 sur lequel je viens de créer une route qui va dans le sous-réseau 11.0.0 en passant par la passerelle 200.0.0.10. Et deuxièmement, je vais créer une deuxième route sur le même routeur parce que une fois que le PC1 aura reçu l'adresse IP de l'adresse internet www.skillstechnet.com, il va utiliser cette adresse IP pour contacter directement le serveur web afin d'obtenir la page web. Il me faudra donc une route qui va dans le sous-réseau où se trouve le serveur web. Je vais donc créer cette deuxième route sur le routeur R2. Je retourne donc sur le routeur R2. Je vais en mode de configuration globale et je crée cette deuxième route. IP route 13.0.0, c'est donc le sous-réseau du serveur web avec son masque de sous-réseau en passant par la passerelle 200.0.0.30. Nous allons maintenant visualiser l'état de cette nouvelle table de routage. Show IP route. Voilà, nous nous rendons donc compte que la seconde route y a été ajoutée. Nous avons donc nos deux sous-réseaux qui sont directement connectés au routeur R2 et les deux routes statiques que nous avons ajoutées. Nous partons maintenant sur le routeur R3. Sur le routeur R3, nous allons créer une seule route. Parce que justement, le serveur web va devoir répondre à la requête du PC1 en passant par le routeur R3 et R2. Il faudra donc que le routeur R3 connaisse la route qui mène vers le sous-réseau où se trouve le PC. Je vais donc en mode de configuration globale et je crée la route qui va vers notre PC. Donc IP route 12.0.0, le masque de sous-réseau et l'adresse IP de la passerelle qui est 200.0.0.0.20. Je vais ensuite afficher l'état de la table de routage du routeur R3. Voilà, il n'y a qu'une seule route statique définie. C'est justement cette route qui va dans le sous-réseau 12.0.0 où se trouve notre PC via la passerelle 200.0.0.20 qui est l'interface F01 du routeur R2 qui fait face au routeur R3. Le routeur R3 est connecté directement à deux sous-réseaux, le sous-réseau 200.0.0 et le sous-réseau 13.0.0. Voici donc notre routeur R3 qui est directement connecté au sous-réseau 13.0.0.0 et au sous-réseau 200.0.0.0 et la route statique qui mène vers le sous-réseau 12.0.0 qui passe par l'interface F01 avec l'adresse IP 200.0.0.20. Voilà,
Nos 3 routeurs ont été donc configurés convenablement. Il faut également noter que le PC1 a été configuré pour s'adresser premièrement au serveur DNS. Nous allons donc partir sur le PC1 pour vérifier ses paramètres TCP/IP. Voilà. Donc, sur le PC1, voilà, le serveur DNS, c'est donc l'adresse IP de notre serveur DNS qui va faire la résolution. Voilà. Après donc cette série de configurations, nous allons faire des tests de ping pour voir si nos 3 PC arrivent à communiquer entre eux. Je vais donc, à partir du PC1, faire un ping vers le serveur DNS et ensuite vers le serveur web. Voilà. Je fais donc ping 11.0.0.10, qui est l'adresse IP de notre serveur DNS. Voilà. Le serveur DNS répond donc. Ensuite, je me mets sur le serveur web. Et je vais faire un ping vers mon PC1, qui a l'adresse IP 12.0.0.10. Voilà, le PC1 répond. Ensuite, je vais me mettre sur le serveur DNS et faire un ping vers mon PC, qui a l'adresse IP 12.0.0.10. Voilà, le PC1 répond. Les 3 PC sont donc capables de communiquer entre eux, ce qui prouve que nos 3 routeurs ont été correctement configurés. À ce stade, nous devons maintenant être capables de pouvoir afficher notre site web à partir du PC1. Je me mets donc sur le PC1 et je vais encore essayer d'afficher mon site web. Je fais donc Entrée et voilà, le site web s'affiche parfaitement. Cela signifie donc que la configuration de nos routeurs a réussi et est bien fonctionnelle. Dans la diapositive suivante, qui représente justement la dernière partie de notre présentation, nous allons expliquer dans le détail qu'est-ce qui se passe entre les routeurs et les ordinateurs pour que la page web s'affiche sur le PC1. Alors, voici notre tableau explicatif qui va nous permettre de donner les détails du processus de transfert de paquets entre les 3 routeurs et nos 3 ordinateurs pour comprendre ce qui se passe réellement avant que la page web ne s'affiche sur le PC1. À l'étape numéro 1, le PC1 va formuler donc une requête vers le serveur DNS via son navigateur web lorsque l'utilisateur va taper l'adresse internet www.skillstechnet.com. Le PC1 va donc envoyer cette requête vers le serveur DNS à l'adresse 11.0.0.10. Parce que justement, dans les paramètres TCP/IP du PC1, le serveur DNS primaire qui a été défini est le serveur 11.0.0.10. À l'étape numéro 2, le routeur R2 va recevoir cette requête. Il va regarder dans l'entête du paquet. L'adresse de destination, c'est donc 11.0.0.10. Il va ensuite regarder dans sa table de routage. La route pour acheminer le paquet dans le réseau de destination 11.0.0 existe. Nous l'avons bien vu. Il peut l'atteindre via la passerelle 200.0.0.10 du routeur R1. Il envoie la requête au routeur R1. À l'étape numéro 3, au niveau du routeur R1. Le routeur R1 reçoit la requête et regarde l'adresse de destination qui est 11.0.0.10. Il regarde ensuite dans sa table de routage. Le réseau de destination existe. Il est directement connecté à ce réseau. Il transmet la requête à l'interface F00 qui la communique au serveur DNS. Ensuite, au niveau du serveur DNS, le serveur DNS va regarder dans sa base de données DNS. Il va résoudre l'adresse internet en 13.0.0.10.
Il transmet ensuite la réponse au routeur R1 en destination du PC1. À l'étape numéro 5, le routeur R1 regarde dans sa table de routage et connaît le réseau de destination 12.0.0.0. Il transmet la requête au routeur R2 via la passerelle 200.0.0.20. Au niveau du routeur R2, le routeur R2 reçoit donc la réponse et regarde l'adresse de destination qui est 12.0.0.10. Il regarde ensuite sa table de routage. Il est directement connecté à ce sous-réseau. Il transmet ensuite le paquet à l'interface F00 qui le transmet ensuite au PC. À l'étape numéro 7, au niveau du PC1. Le PC connaît maintenant l'adresse IP du serveur web qui est 13.0.0.10. Il formule une nouvelle requête pour contacter directement le serveur web grâce à son adresse IP connue 13.0.0.10. À l'étape numéro 8, au niveau du routeur R2, le routeur R2 reçoit la requête et regarde l'adresse de destination 13.0.0.10. Il regarde ensuite dans sa table de routage. La route pour aller dans le sous-réseau de destination 13.0.0 existe. Il peut l'atteindre via la passerelle 200.0.0.30 du routeur R3. Il envoie la requête au routeur R3. À l'étape numéro 9, au niveau du routeur R3, le routeur R3 reçoit la requête et regarde l'adresse de destination 13.0.0.10. C'est l'adresse du serveur web. Il regarde ensuite dans sa table de routage. Il est directement connecté à ce réseau 13.0.0.0. Il transmet ensuite le paquet à l'interface F00 qui le transmet ensuite au serveur web. À l'étape numéro 10, au niveau du serveur web, le serveur web rassemble tous les fichiers qui composent la page web demandée. Il envoie les fichiers au PC qui a demandé la page. L'adresse IP du PC est 12.0.0.10. La réponse passe par le routeur R3 qui est la passerelle du serveur web. À l'étape numéro 11, au niveau du routeur R3, le routeur R3 reçoit la requête et regarde l'adresse de destination 12.0.0.10, c'est l'adresse IP du PC. Il regarde ensuite dans sa table de routage. La route pour aller dans le réseau de destination 12.0.0 existe. Il peut l'atteindre via la passerelle 200.0.0.20 du routeur R2. Il envoie alors la réponse au routeur R2. À l'étape numéro 12, au niveau du routeur R2, le routeur R2 reçoit donc la réponse et regarde l'adresse IP de destination qui est 12.0.0.10. Il regarde ensuite dans sa table de routage. Il est directement connecté à ce réseau. Il transmet ensuite les fichiers à l'interface F00 qui les transmet ensuite au PC. Enfin, à la 13e étape, au niveau du PC1, le PC1 transmet les fichiers au navigateur web de l'utilisateur. Le navigateur rassemble tous les fichiers pour reconstituer la page web www.skillstechnet.com. Le navigateur affiche la page web. Voici donc les 13 étapes parcourues avant que la page web www.skillstechnet.com ne s'affiche au niveau du navigateur. Et toutes ces étapes sont franchies en une fraction de seconde afin que la page web puisse s'afficher. Voici donc à quel niveau nos routeurs, nos serveurs DNS et nos serveurs web interviennent afin de nous afficher les pages web que nous demandons à partir de nos navigateurs web. Voici ainsi démontré l'importance des routeurs, des serveurs DNS et des serveurs web dans le fonctionnement de l'Internet. Je voudrais également signaler que dans ce lab, nous avons utilisé le routage statique, mais en réalité, l'Internet ne fonctionne pas avec le routage statique, il fonctionne avec le routage dynamique. C'est justement la raison pour laquelle, dans la suite de cette série de présentations, nous aborderons le sujet du routage dynamique. Voilà, ainsi prend fin notre présentation. Si vous voulez réaliser ce lab et que vous rencontrez des difficultés, vous pouvez nous écrire à info@skillstechnet.com. Nous pourrons vous aider à le réaliser. Nous avons également notre fichier TXT que vous trouverez sur notre site web comme d'habitude. Merci donc de nous avoir suivis
et à très bientôt pour la suite de notre série sur la configuration des routeurs Cisco.